Bonjour à tous. En 10 minutes, un petit point sur l'ère de l'hydrogène, notamment dans cette décennie de la dernière chance et après les journées très intéressantes à ICI Media en mars 2022 où nous avons vu des solutions qui avancent très vite dans la bonne direction. Alors, vous le savez, cet épisode Covid a été l'occasion de nous faire une détox. Le confinement, je vous rappelle, c'est une absence de mobilité et nous avons tous eu recours à d'autres façons de faire sans mobilité. Donc on a découvert aussi à quel point la mobilité façonnait nos vies. Et puis avec le réchauffement climatique, la décennie de la dernière chance, c'est maintenant qu'il faut agir. Vous avez tous vu les rapports du GIEC, et notamment le dernier qui dit que dans 5 ans, il est probable qu'on ait déjà atteint 1,5 degré moyen supplémentaire, donc ce qui était l'objectif à la fin du siècle. Donc voilà, maintenant les scénarios sont clairs. L'augmentation du CO2, si on fait 1% par an, on arrive à plus 5 degrés à la fin du siècle. Et si on fait moins 4% par an, on arrive à plus de degrés. Donc moins 4, c'est les gens coulent ici. Mais finalement, il y a la solution hydrogène et c'est ce que nous allons voir parce que l'hydrogène peut remplir tous les besoins. Donc regardons le match écolo entre la voiture à hydrogène et la voiture électrique classique. Ici, la Tesla 3, grand public, donc qui aujourd'hui se vend à 35 000 euros, économie d'échelle. Au début, ça se vendait plutôt 100 000 euros. Et à gauche, l'hydrogène, donc c'est la Toyota Mirai, qui est prix catalogue 79 000 euros. Voilà, et qui équipe les taxis Lyft, Hype, pardon, au pont de l'Alma. Et donc l'intéressant, c'est que l'hydrogène est très léger, est un carburant qui est 3,7 fois plus énergétique que le moindre hydrocarbure, donc ce qui donne un gros avantage. Mais surtout, le gros avantage, c'est le zéro pollution, bien sûr si on produit l'hydrogène vert, et peu de problèmes de recyclage parce que la fuel cell a du nickel, mais je vous rappelle que le nickel, ça vaut plus cher que l'or, donc les filières de récupération du nickel sont là. Par contre, il y a toujours le doute sur les histoires de recyclage de batteries et surtout de besoins en matières premières pour faire toutes ces batteries. Donc la recharge avec l'hydrogène elle est normale, elle se fait en quelques minutes comme un plein à la pompe. Par contre, pour l'électrique, elle est lente, donc il y a des solutions pour l'améliorer. Et dans les deux cas, il y a une infrastructure à déployer. Et c'est ça le dilemme, c'est que comme on est endetté, comme on n'a pas énormément d'argent, est-ce qu'on peut vraiment se payer une double infrastructure avec des stations de recharge électrique partout sur le territoire et des stations de recharge hydrogène? Alors il y a aussi l'espoir de pouvoir faire ça en local, ce qui est une bonne chose. Donc voilà ce que c'est le skateboard, comme on dit, hydrogène, avec la fuel cell devant, les réservoirs de 300 bars ou de 70 bars qui vont stocker les 5 ou 7 kg d'hydrogène, et puis des batteries aussi, un convertisseur, des moteurs électriques. Voilà, donc c'est une voiture hybride, mais avec des fuel cells et non pas un moteur à combustion. Donc, il y a deux routes vertes à 100% pour produire de l'hydrogène vert. Celle qui est prouvée aujourd'hui, pas mal d'acteurs s'y mettent, c'est-à-dire prenez de l'électricité verte et pourquoi pas photovoltaïque, un électrolyseur et vous produisez de l'hydrogène vert. Mais il y a une autre voie, en une étape, où vous le savez dans vos cours de chimie, toute molécule à une certaine température craque thermiquement, et là c'est à 2200 degrés. Et donc, il y a une start-up française qui travaillait en Suisse qui a mis au point ce petit réacteur d'1 cm3 en silice qui chauffait avec les rayons du soleil concentrés sur une parabole. On arrive à 2200 degrés, donc il n'y a pas d'apport d'énergie extérieure, juste le soleil. Et vous avez un cracking en hydrogène plus oxygène. Vous laissez partir l'oxygène dans l'air et vous conservez l'hydrogène sur place.
Donc ça, c'est encore un R&D parce que le réacteur en silice, il tient sur la paillasse 10 minutes. Maintenant, il faut arriver à réingénierer tout ça pour le faire tenir 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais c'est tout à fait faisable. Mais restons sur cette première solution à gauche en 2 étapes, sachant que si un jour celle à droite s'avérait possible, on économiserait 30 à 40% des coûts d'investissement, ce qui est tout à fait appréciable. Alors, donc si l'électricité est verte, alors tout est vert avec l'hydrogène. Je vous rappelle la réaction inverse, hein, hydrogène plus oxygène donne de l'eau qui tombe du pot d'échappement et de l'électricité qui fait tourner le moteur ou qui recharge la batterie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les 3 technos sur cette piste prouvée, ainsi que la fuel cell, surfent sur la loi de Moore, et on va voir ça en détail. Alors c'est quoi cette histoire de loi de Moore? Eh bien, vous savez, depuis 50 ans, vos ordinateurs, vos smartphones sont de plus en plus puissants. Chaque année, c'est 2 fois plus puissant, 2 fois moins cher. Alors, toutes les technologies qui sortent sur la loi de Moore sont pas sur des rythmes à 30 ou 50%. Et là, on va voir que les batteries électriques, les panneaux photovoltaïques surfent sur la loi de Moore. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour surfer sur la loi de Moore, puisque c'est une loi complètement empirique qu'on a observée? Et bien, on est arrivé à la conclusion chez nos recherches qu'il faut 2 choses. C'est qu'on touche à l'infiniment petit, donc des électrons ou des atomes, et qu'il y a un marché de masse. Parce que le marché de masse dit qu'il y a suffisamment d'incitation pour les acteurs à toujours avancer, renouveler et creuser des solutions dans l'infiniment petit. Donc c'est ce qu'on a observé depuis 50 ans sur les chips en silicium. Et donc c'est ce qu'on observe maintenant sur les batteries, sur les panneaux photovoltaïques et demain aussi sur les fuel cells, on commence à avoir des chiffres. Alors regardons un peu ces chiffres. Donc les batteries, vous les avez vues, ça a complètement dépassé les attentes. Regardons les panneaux photovoltaïques, on est sur des courbes à moins 20% par an, c'est colossal. On n'a aucune idée de ce que fait 20% par an sur 10 ans, mais je vais vous le dire dans 2 minutes. Donc voilà, donc c'est assez extraordinaire. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'hydrogène est très bon pour la transition énergétique. Donc vous savez, dans toutes les énergies renouvelables, le problème c'est l'intermittence et c'est le fait que la demande n'est pas là lorsque le vent souffle ou que le soleil brille, mais elle est plutôt le soir, etc. Donc faut stocker, faut stocker. Et là, une belle façon de stocker dans toute la transition énergétique, c'est avec le surplus d'électricité de faire de l'hydrogène qu'on injecte dans le réseau de gaz. Voilà la carte du réseau de gaz en France. Vous voyez, c'est très maillé, il y a une très grande capacité. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est jusqu'à 20% d'hydrogène dans le gaz naturel. On ne dit rien à personne, vous avez la même valeur calorifique et il n'y a pas de problème. Au-delà de 20%, il y a des expériences qui ont été faites. Je vous rappelle, vous pouvez mettre 100% d'hydrogène dans votre chaudière chez vous. Il faut juste changer le brûleur. Et sur les pipelines, il y a des joints à changer, mais l'expérience est en train d'être faite en Écosse et on verra pourquoi plus tard. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé en Écosse? Pendant la période du Covid, il y avait plus de demande d'électricité sur le continent, ils avaient des tas d'éoliennes offshore, ils se sont dit c'est trop bête, tiens, commençons par faire de l'hydrogène, on va stocker tout ça, et puis ils ont été le mettre dans le réseau de gaz naturel. Donc contraints et forcés, ils l'ont fait, donc c'était de l'hydrogène tout vert, puisque ça venait d'éoliennes offshore, et donc ça leur a donné. Alors, ce qui est drôle, c'est quand on parle des gros, quand on parle de l'hydrogène, on parle des autobus, des camions, des trains, des avions. Alors les avions, c'est bien parce que, comme je vous l'ai dit, l'hydrogène est très léger. Donc voilà, c'est mieux de transporter de l'hydrogène que du fuel, mais il faut le stocker. Donc le projet Airbus avec une aile Delta. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi sur les petits, donc sur la voiture qui est plus petite, et sur les vélos avec cette
fameuse cartouche, et on va revoir ça comme un développement très intéressant. Et puis donc des vélos à cartouche d'hydrogène, ça vous fait des triporteurs, donc la logistique du dernier kilomètre sans aucune pollution, avec des solutions très bien faites. Alors, 2 coups de cœur extraordinaires lors de ces journées. Il y a Store H, qui est une boîte française qui a trouvé le moyen de stocker de l'hydrogène, vous voyez, dans ces espèces de canettes, à une pression qui ne dépasse pas la pression de la bouteille de champagne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils maillent tout un territoire avec des distributeurs automatiques de canettes et ils vendent donc leurs triporteurs, leurs vélos, qui sont les seuls à pouvoir utiliser ces canettes, avec un unlimited mileage dans un territoire donné. Donc voilà, vous êtes en leasing et peu importe le nombre de kilomètres, vous trouvez des canettes sur tout le territoire. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis l'autre découverte, alors là aussi extraordinaire, cette fois-ci pour les gros, vous voyez, c'est cette remorque qui permet de produire l'hydrogène avec une fuel cell et le stockage de l'hydrogène dans la remorque, que vous accrochez à un bus ou un camion, et là, le bus va avoir une recharge d'électricité et il peut même s'arrêter à une station-service et de même qu'on changeait de cheval, il change de recharge. Voilà, donc c'est tout à fait extrapolable et très brillant et ça permet de réutiliser tous les bus qui n'ont pas une grande autonomie, qui ont déjà leur moteur électrique, et puis la fuel cell vient recharger la batterie en continu. Donc c'est remarquable et c'est tout à fait porteur d'espérance. Une sérieuse avance. Donc vous voyez, le parc de recharge en France, il est minuscule, vous voyez, moins d'une trentaine de stations. Donc ça se développe gentiment, notamment ici les Moulineaux, mais on est encore loin d'un accès universel. Donc il nous reste le dilemme de l'œuf et de la poule. Et voilà, c'est que l'hydrogène est trop cher, il n'y a pas d'adoption, donc il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de station hydrogène, donc on ne peut pas surfer sur la loi de Moore, et puis bien sûr, les voitures sont encore chères parce qu'il n'y a pas de marché de masse. Donc comment passer de 10 euros le kilo aujourd'hui au pont de l'Alma à 1 euro le kilo dans 10 ans? Eh bien, il faut casser ce cercle vertueux, vicieux plutôt, et donc voilà comment on compare un peu les façons de penser. Donc le Hydrogen Council, qui regroupe tous les grands acteurs, a demandé une brillante étude au BCG ou à McKinsey ou que sais-je, qui ont dit, ben voilà, s'il y a un marché de masse, eh bien on sait les économies d'échelle qu'on va avoir, et ils ont sorti, voilà, moins 60% en 10 ans. Donc on passerait de 10 euros le kilogramme d'hydrogène à 4 euros le kilogramme. Donc le plein de 5 kilos pour le taxi Hype, qui permet de faire 500 km, serait à 20 euros dans 10 ans. Bon, c'est pas mal, mais nous on dit non, non, c'est une loi de Moore, les trois technologies, aussi bien panneaux photovoltaïques, électrolyse que fuel cell, surfent autour de 18-20%, donc si je prends 19% par an sur 10 ans, vous voyez, ça fait moins 87%. Donc, c'est-à-dire, je passe de 10 euros à 1,30 € et le même plein de 5 kilos passe à 6,50 €. Et vous voyez là, ça change tout. C'est le jour et la nuit. Votre plein à 6,50 et une voiture qui coûtera 30 000 euros, il n'y a plus aucun problème. Il y aura une adoption, donc on créera l'infra. Et éventuellement, avec la façon de produire de l'électricité locale, soit avec le soleil, soit avec le vent, on n'est pas obligé de transporter l'hydrogène, ce qui est encore un plus. Donc voilà, on casse l'œuf et la poule. Donc comment on le casse? Eh bien c'est ça, faut trouver quelqu'un qui fait le pari de l'équivalent de la Gigafactory, c'est-à-dire qui va investir sur des électrolyseurs ou des fuel cells grande échelle qui va permettre de faire baisser les coûts. Et donc regardons cette vitesse de transition. En un an, on voit rien. En 10 ans, waouh. Donc c'est ce qu'on avait vu sur ce livre blanc de la mobilité qu'on avait fait en 2018. Et ici deux photos qui résument tout
Paris 1912, 1 million de chevaux. Paris 1922, 1 million d'automobiles. Voilà, donc signe d'espérance, à nous de jouer.